Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir Yaoundé. Je suis Serge Alain Otto pour le décryptage quotidien de l'actualité. À une semaine, jour pour jour, de la célébration de la 47e édition de l'unité, ou du moins ce qu'il en reste, le Cameroun écrit. Force est de le constater, une autre page triste de son histoire. Après la douloureuse période du maquis achevée le 15 janvier 1971 avec l'exécution à Bafoussam du leader de l'armée de libération nationale du Cameroun, Ernest Ouandié. Depuis octobre 2017, le Cameroun vit une crise séparatiste qui met à mal son unité à la suite des revendications corporatistes des enseignants et des avocats anglophones. Un conflit armé oppose depuis lors les forces de défense et de sécurité aux sécessionnistes. Que de morts, que de déplacés internes, ainsi que les réfugiés du fait de cette crise. Ce tableau sombre est parachevé par la crise post-électorale, née de la contestation du résultat de la présidentielle par le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. S'en suivront des arrestations en masse, puis l'embastillement des leaders politiques, ainsi que près de 200 militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cameroun, comment faire pour baisser la tension sociopolitique? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour dans cette première édition Equinox Yaoundé. Cameroun, comment faire pour baisser la tension sociopolitique? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Essomba Bengonon. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Voilà, bienvenue, c'est la première fois sur le plateau Equinox. Merci de votre invitation, j'espère être à la hauteur de la situation. Non, on vous a souvent vu, ça va aller. Merci. Vous a vu. À droite de réponse sur Equinox Télévision, ça va aller, ça va aller. Vous êtes député suppléant, Mefou Akonon, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est exact. C'est bien cela. Oui. Voilà. À côté de vous, docteur Apollinaire Oko. Docteur Oko, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mon copanéliste et bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Voilà, docteur Oko, la question que je pose toujours lorsque vous êtes là, sur le plateau, comment vont les blessés? Les blessés, ils sont plus blessés. Ça, les blessés des marches du 26 janvier 2019 ont cicatrisé de leurs blessures. Oui. Mais il reste que sur le plan sanitaire, nous gérons maintenant le quotidien. Vous savez les conditions particulièrement insalubres de nos prisons. Donc, au fur et à mesure que les cas liés à cet univers carcéral insalubre se présentent, des cas de paludisme, des cas de dysenterie, des cas de typhoïde, nous prenons en charge au fur et à mesure. Mais je voudrais profiter de cette entrée pour faire passer un message parce que j'ai été informé il y a quelques moments là d'une nouvelle triste. Un militant du MRC dans la région du Nord, le camarade Mbaye Ngodi Abdoulaye, qui a été assassiné, n'est-ce pas, par le régime illégitime de Yaoundé. C'est un compatriote, un Camerounais, qui était en train d'aider son frère à commercer, parce que son frère est marchand, et ils ont été interpellés sans aucune raison donnée par des gendarmes qui les ont sommés de les suivre tout à fait cessantes. Et là, à la demande du camarade Ngodi Abdoulaye, Mbaye Ngodi Abdoulaye, de les laisser finir de ranger la marchandise pour les suivre, ils les ont pris de force, les ont roués de coups avec les crosses de fusil. Et sur le champ, le camarade Ngodi Abdoulaye a été blessé de manière à, selon les dires que nous avons reçus et recoupés sur le terrain, est tombé dans le coma. Dans cet état comateux-là, il a été amené dans la brigade de gendarmerie et laissé dans une cellule. Et il a passé la nuit. Ce matin, quand on le découvre, il est raide et il est amené dans un hôpital, dans un centre de santé, dans le district de santé de Ngong. Et là, voyant sa funeste fin, voyant que le drame s'est produit, les gendarmes en question ont demandé aux personnes de santé d'écrire dans le bulletin, enfin dans le certificat de genre de mort, que le malade serait mort de suite d'une crise d'asthme, ce qu'ils ont refusé. Donc je voudrais lui rendre hommage à sa famille, rendre hommage au MRC et dire que cet autre acte de tuerie et d'assassinat d'un Camerounais, d'un militant du MRC, nous nous battrons pour que cela n'arrive plus dans ce pays. Donc je voulais lui rendre un hommage vibrant et demander à sa famille de recevoir toutes les condoléances du MRC et du président élu Maurice Kamto. Somba Begonon, c'est une bavure
Vous étiez au courant de cette information? Je pense ici, je ne peux pas faire de commentaires dessus. Parce que je n'ai pas d'éléments. Donc, vraiment, je ne sais pas. Ok, je reste avec vous, crise séparatiste dans le nord-ouest et le sud-ouest. International Crisis Group parlait de 1850 morts, près de 530 000 déplacés internes. Il y a les leaders politiques et militants qui sont embastillés depuis. Ils ont été arrêtés le 26 janvier, autres c'était le 28 janvier. Après, il y a eu la prison. Comment vous percevez tout ça? Le climat sociopolitique, il pèse, selon vous. Comment faire pour baisser tout ça? Est-ce que les Camerounais sont sereins lorsque vous les regardez, vous discutez avec eux? Il y a combien de Camerounais? Nous sommes combien finalement? Nous sommes... On parle de 25 millions, voilà. On n'a pas les chiffres. Donc c'est peut-être une question d'échelle. À votre niveau, c'est important. À l'échelle de 25 millions de Camerounais, je ne sais pas si c'est la tasse de thé de tout le monde. Donc nous avons une situation sociopolitique relativement tendue, pour diverses raisons, qu'il serait fastidieux d'évoquer ici. Mais je crois que si chacun prend ses responsabilités, la situation peut redevenir tout à fait normale et supportable, telle qu'elle l'a toujours été. Et ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à ce type de situation. Depuis l'indépendance de notre pays, je crois que nous avons toujours connu des situations difficiles, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique. Dieu merci, le peuple camerounais est mieux, il est doué de bon sens. Et les générations, les unes après les autres, ont toujours su trouver des solutions aux défis qui leur étaient lancés. La situation d'un pays, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de problème qui stigmatise ou alors décrit. Mais parfois, il y a des problèmes qu'on peut éviter. Il y a des problèmes qu'on peut éviter, mais lorsqu'ils accordent une importance, bien sûr, qu'on peut éviter. Lorsqu'ils arrivent, il faut les gérer. Oui. Il faut les gérer. Et c'est ça la vie. On peut gérer la crise anglophone, il ne fallait pas attendre la crise anglophone, peut-être que vous n'êtes pas, ou bien alors vous faites exprès de ne pas dire la vérité à ceux qui nous regardent. Non, je dis bien en 2019, c'est en 2019 on commence à parler l'exacerbation de la crise anglophone. Oui. C'est une exacerbation, parce que la crise anglophone, ou alors ce qu'on appelle la crise anglophone, a toujours été... La question anglophone même a toujours fait l'objet des situations controversées. Mais elle n'a jamais pris cette tournure-ci. Elle a toujours pris ce genre de tournure. Au point de prendre les armes, il faut poser la question à ceux qui ont pris les armes. Voilà. Il faut poser la question à ceux qui ont pris les armes contre la République, contre des gendarmes, contre la police, contre l'armée. Et je salue ici le courage de nos forces de défense. Tous ces jeunes gens, hommes et femmes, qui sous le soleil, sous la pluie, nuit et jour, se battent en brousse là-bas pour que nous soyons ici à ergoter sur leur travail. Je salue leur courage, je salue tous ceux qui sont morts du fait des agressions barbares de ceux qui ont pris les armes contre la République. Rien ne justifie, monsieur Alain Outourou, rien ne justifie qu'on prenne des armes contre un prêtre, rien ne justifie qu'on enlève un sous-préfet, aucune frustration ne justifie qu'on s'attaque à une république, aucune frustration ne justifie qu'on empêche des enfants d'aller à l'école, aucune frustration ne justifie qu'on brûle un hôpital. Donc, posez la question... Michel Bachelet l'a dit. Hein. Posez donc la question à ceux qui ont pris les armes, s'ils pensaient que peut-être c'est une solution pour eux. Moi, je dis que ce que j'observe, c'est que le défi est lancé à toute la communauté nationale et il y a des hommes et des femmes au Cameroun capables de relever ces défis et ils vont certainement trouver des idées, des solutions pour que la situation revienne à celle qui est supportable. Au demeurant, et je conclue là-dessus, cette première prise de parole, la question anglophone dont vous parlez faisait déjà l'objet des discussions à la table ronde de 1958. Donc, c'est une question que le Cameroun porte un peu malgré lui, du fait d'un héritage colonial dont nous observons aujourd'hui les effets néfastes, peut-être particuliers comme vous dites. Mais oui, justement particulier, parce que le Cameroun n'était pas la seule possession allemande. Bien sûr. Les Français ont pris le Togo, les Anglais ont pris le sud-ouest africain et Tanganyika, mais c'est au Cameroun où
les Anglais et les Français se sont partagés la position allemande. C'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. Ça nous rattrape aujourd'hui, mais vous et moi, nous n'étions pas là. Oui. Nous sommes obligés d'assumer cet héritage historique et de le gérer, le conjurer, faire en sorte que les Camerounais continuent à vivre dans la convivialité et la fraternité, et que chaque citoyen trouve l'espace de liberté qui lui permette de libérer sans douleur l'énergie de progrès et de développement dont il a enceinte. Je crois que c'est un objectif, c'est un combat que nous devons tous porter, et je suis heureux de pouvoir participer à la structuration modestement des idées sur votre invitation. Ok. Docteur Oko, cette crise, la crise, comme j'ai la même question que je vous la pose, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Le climat est pesant. Comment faire pour baisser un peu la température? Ok, Serge Alain, merci pour la question. Le climat est on ne peut plus pesant. Le dire, c'est dire une lapalissade. Oui. Notre pays, depuis la fin du maquis, n'a pas connu un tel moment d'ébullition, de contestation, un tel moment où les Camerounais se rendent compte finalement qu'ils ont été pris au piège par un régime qui est là depuis 1982 et qui, au lieu de s'occuper des problèmes, à résoudre les problèmes des Camerounais, ne pense qu'à lui-même, à se perpétuer, à jouir et bien de l'État dans cette conception jouissive qu'ils ont de la gestion des affaires publiques, en lieu et place d'une conception sacerdotale. Donc je dirais que le climat est on ne peut plus tendu, et il n'y a qu'à voir la déferlante de contestation. Si on prend le premier aspect de cette crise-là, parce qu'elle se structure autour de plusieurs poches, n'est-ce pas, de colère. La première poche de colère, c'est la crise au nord-ouest, au sud-ouest. Le MRC, c'est le parti politique qui a demandé à marcher contre les tueries au nord et au sud-ouest. Nous avons initié, le président élu, Maurice Kamto, a initié un programme national de résistance dont le deuxième point était non à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Et dans cette posture-là, il y a deux choses à dire. D'abord, il faut dire, et ça le MS l'a toujours dit, que la sécession de notre pays, la partition de notre pays n'est pas une option. C'est-à-dire que nous sommes de ceux qui jamais n'accepteront que le Cameroun soit divisé. C'est pour ça d'ailleurs que le président élu, dans le parcours qui est le sien, s'est battu à titre personnel pour que ce pays ne soit jamais divisé. Souvenez-vous de l'affaire Bakassi, souvenez-vous dans le lac Tchad où nous avons pu récupérer jusqu'à 1000 km², autant que les 1000 km de Bakassi. Donc on ne peut pas s'être lancé dans ce type d'activité, dans ce type de service à la nation et imaginer qu'un jour on émette seulement la possibilité, une seule seconde de l'accepter. Donc jamais nous n'accepterons pas ça. Mais une fois que cela est dit, le problème n'est pas résolu. Il reste même entier. Et il faut donc l'adresser. C'est pour ça que nous avons demandé, et ça c'est même avant la présidentielle, que l'on organise, n'est-ce pas, un débat qui est ouvert à tous les fils du Cameroun. Tous ceux qui sont nés sur notre sol, tous ceux qui sont les fils et les filles du Cameroun devraient participer à ce communiqué-là. Alors, lorsque nous l'avons dit à l'époque, nous avons entendu M. Biya, qui alors était encore légitime, dire que, mais qui ne l'est plus maintenant, il faut bien le dire que la forme de l'État, comment dire ça, il a dit que la forme négociable est non négociable. Non négociable. Non négociable. Lorsque vous avez donc quelqu'un qui prétend vouloir résoudre un problème et qui de manière aussi martiale, de manière aussi froide, estime que les Camerounais qui demandent et qui revendiquent le fédéralisme sont dans l'erreur et qu'il leur sera opposé la force des armes, la force de l'armée, vous comprenez qu'il a été, sinon, le principal instigateur de la contestation, le principal instigateur de la radicalisation. Le discours a évolué, docteur Oko. Mais il faut déjà rappeler. Le Premier ministre John Gouté, l'autre jour, Bamenda disait qu'on peut parler de tout sauf de la séparation. C'est donc bien. On peut parler de fédéralisme. Voilà, c'est donc bien de constater ça. Oui. Et ça permet aux gens de... Mais est-ce que ça ne fait pas partie de la nature humaine? Est-ce qu'on est obligé de rester campé? On doit camper sur les mêmes positions. Il faut pas appeler à... Justement, le discours ne doit pas évoluer. Justement, le problème, c'est que lorsqu'on commence par camper, oui, et que l'attention est attirée justement sur les risques d'une telle position, lorsqu'on a une certaine sagesse, on se dit, au lieu d'aller dans une position qui va radicaliser mes compatriotes, alors il faut peut-être aménager d'autres moyens, notamment ce dialogue inclusif-là, pour éviter que le pire ne se produise. Quand même, nous aurions pu faire l'économie de 1850 Camerounais si l'on s'en tient au rapport de l'International Crisis Group,
Mais on a estimé qu'il fallait d'abord passer par la force. Et aujourd'hui, nous en sommes à près de 2000 morts. Ce n'est pas normal. Donc, la crise anglophone, et vous faites le rappeler qu'il y a eu un rétropédalage. Parce qu'il faut clairement le dire. Si nous passons d'une situation où il était interdit même de prononcer le terme de fédéralisme sur la période de division, à une situation où désormais on peut en débattre, on peut en discuter publiquement, ça veut dire qu'il y a eu rétropédalage, ça veut dire qu'il y a eu aveu d'échec tout simplement. Donc là c'est l'un des premiers problèmes qui justifie donc cette crise anglophone là et pour lequel la solution du MS a été donnée il y a plusieurs années et qui n'a pas changé parce qu'elle est selon nous la solution qui permet à la fois de créer le consensus politique mais également d'éviter que les Camerounais, d'un bord comme de l'autre, ne perdent la vie. Parce qu'il faut également rappeler que lorsque un Camerounais des forces de maintien de l'ordre tombe, c'est un Camerounais qui tombe. Et c'est le peuple qui est meurtri. Je voudrais d'ailleurs signaler que lorsqu'un Camerounais tombe, ce sont les familles camerounaises qui sont meurtries. Lorsqu'un Camerounais tombe, c'est un cousin, c'est un frère, c'est un beau-fils, c'est un oncle. Lorsqu'il tombe, c'est le peuple camerounais qui est endeuillé. J'ai même envie de dire que c'est pas M. Biya qui est endeuillé, mais c'est le petit peuple qui est endeuillé. Donc quand ce petit peuple-là qui est en uniforme, donc, nous autres du peuple, nous avons mal. Et donc, nous voulons faire l'économie de ces tueries-là qui ne servent à rien au Cameroun, ni maintenant, ni demain. Ça, c'est le premier aspect de la crise anglophone. L'autre aspect, vous le savez, c'est la crise post-électorale. Oui. On en parle tout à l'heure. Bengona, il y a justement cette évolution dans le discours. On l'a remarqué l'autre jour à Bamenda. On parle déjà de dialogue. Pendant longtemps, on a dit qu'il n'y avait pas, on n'avait personne en face avec qui dialoguer. Nous ne lisons pas les mêmes faits, ou bien que nous ne sommes pas au courant des mêmes événements. Je dois d'abord observer l'entêtement quasi juvénile de mon contradicteur à dire tout le temps que M. Kamto est président élu. Manifestement, ça confirme qu'il n'est pas élu, parce qu'il doit tellement le répéter que, à la fin, on se demande si c'est à force de le répéter que Maurice Kamto sera quand même élu. Je ne reviens pas sur l'élection. Pour nous, c'est une page fermée. Donc, qui continue à vivre dans sa bulle, qui veut faire croire que Maurice Kamto a été élu. Maurice Kamto n'a pas été élu. Le fédéralisme qui serait interdit au Cameroun, je lui rappelle que le premier... À un moment, il était interdit, hein, non, attendez, sur les plateaux de télévision. On a vu un ministre de la République interdire formellement... Monsieur Cherjalon, ça veut dire que si vous avez observé cette interdiction, ça veut dire que soit vous n'êtes pas... Je ne sais pas si à Equinox vous êtes assis sur vos cerveaux. Est-ce qu'un ministre peut vous dicter une ligne éditoriale? Non. Voilà. Alors, je vous dis donc... Non, il l'a dit. Il nous regarde. Je sais qu'il nous regarde. Attendez. Il a dit à une consoeur. Il a dit. Monsieur vous ne pouvez pas le nier. Monsieur on rappelle juste les faits. Nous sommes les je rappelle donc aussi un autre fait. Oui. Si vous permettez donc que je rappelle ce fait, au lieu de m'interrompre, vous m'avez invité ici pour que je donne mon avis. Oui. Ne m'interrompez plus, s'il vous plaît. Sinon, moi, je vais quitter votre plateau. J'ai dit que l'autre fait... Si vous dites des choses qui ne correspondent pas, non, on se doit de vous rappeler. L'autre fait que je rappelle donc, et que vous m'avez empêché de le rappeler, c'est que le premier parti politique qui porte le fédéralisme sur la place publique, ce n'est pas le MRC. C'est le SDF. Voilà, c'est un fait historique que personne ne peut nier. Dire que le MRC porte le fédéralisme, c'est nier, c'est d'ailleurs... Non, vous avez dit que le fédéralisme était interdit. Et je vous rappelle donc que le SDF le porte sur la place publique, dans ses programmes politiques, à presque toutes les élections, à chaque prise de parole d'un responsable du SDF. Il vous parle du fédéralisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que M. Sortois a une certaine sagesse, estime qu'il est évidemment sage. Moi, je ne voudrais pas piétiner son humilité, mais je respecte sa lecture. C'est la sienne. Et j'ai dit que la crise dont nous parlons, aujourd'hui, il y a eu une certaine évolution qui montre que depuis la survenance des exactions, les pouvoirs publics ont pris leurs responsabilités. Monsieur Serge Alain, si les pouvoirs publics n'avaient pas pris leurs responsabilités, peut-être qu'on aurait aujourd'hui entre les régions du nord-ouest et du sud-ouest et le reste du pays une ligne de démarcation internationale. Souvenez-vous qu'au début, on a même entendu de la bouche de gens dont on ne peut pas douter de l'intégrité mentale, nous demander de démilitariser une partie du territoire camerounais, alors qu'il y avait... Et ça continue même dans le discours. Ok, alors ça veut donc dire que ces gens-là, ils servent de cheval de Troie à la sécession. C'est-à-dire qu'il faut que, de fait, le territoire soit occupé parce qu'il n'y a pas de force de défense et de sécurité. Je salue également son ralliement
On a connu une certaine époque où cette armée était qualifiée de tous les noms d'oiseaux. Je suis heureux que un militant... Pour vous relancer, donc, je vous repasse avant. Oui. Le SDF, dans l'un des 4 points qu'ils ont présentés au premier ministre John Gouté à Bamenda, c'était le retour de l'armée, des forces de défense et de sécurité dans les casernes. Les forces de défense ont toujours été dans les casernes. Vous connaissez notre endroit, elles sont souvent? Elles ont toujours été dans les casernes. Non, parce que et ces casernes sont au Cameroun. Il y a un déploiement. Ce n'est pas les populations. Oui. Monsieur Serge Alentou, vous parlez de faits. Oui. Ne parlez pas des populations. Les populations subissent. Vous parlez bien du chairman du SDF. Oui. C'est une proposition du chairman. Oui, laissez les populations parce que vous ne les avez pas consultées. Donc, moi, je sais que les populations ne peuvent pas en avoir après l'armée parce que c'est précisément cette armée qui sert à sécuriser les personnes et les biens. Et si cette armée n'était pas là, je vous assure qu'on serait déjà peut-être dans une occupation avec une ligne de démarcation. Ce qu'au demeurant, beaucoup d'acteurs cachés ou dans l'ombre auraient souhaité. Mais les forces de défense n'ont pas permis cela, grâce à la promptitude des pouvoirs publics à stabiliser la situation sécuritaire. Et aucun dialogue ne peut avoir lieu dans des conditions non sécuritaire. Et le dialogue, le Premier ministre n'a pas fait de recul. Il est dans la ligne, le premier à la survenance de la crise, qui implore le dialogue, qui mendie même le dialogue, c'est le président Biya. Souvenez-vous, sauf si je me trompe. C'est lui qui le premier dit, nous devons dialoguer, nous sommes capables de dialoguer. Mais évidemment, vous avez posé vous-même la bonne question. Le mouvement séparatiste camerounais se caractérise par cette originalité que il semble être le seul qui n'ait pas une direction politique. Il n'y a pas une aile politique? Non. Où est-ce que vous mettez Sissoko Ayoka? Mais il dit qu'il n'est pas camerounais, vous le savez. Au moins. C'est un fait. Oui. Il a dit qu'il n'est pas camerounais. Alors vous pensez que un non-camerounais peut diriger un mouvement séparatiste camerounais? Nous aurions souhaité qu'il déclarât qu'il est camerounais, qu'il utilise même le tribunal comme une tribune politique pour porter précisément la revendication politique sécessionniste. À ce moment-là, il aurait consacré son statut de donneur d'ordre, parce que c'est celui qui donne les ordres, qui va à la table de négociation, c'est pas les hommes. Les hommes sont en brousse, ils attendent les ordres. Qui donne les ordres? C'est quand même une question qu'on doit se poser. La discussion avec les autres forces vives de la nation, les syndicats, les organisations corporatistes professionnelles, à la survenance des grèves et les professions judiciaires, les professions médico-sanitaires, les enseignants, vous êtes au courant que la discussion a eu lieu avec eux. Des solutions ont même été apportées largement à leurs problèmes. Vous avez vu que ces gens-là ne grèvent plus. Ils vont au travail, les tribunaux fonctionnent, les hôpitaux sont ouverts, les enseignants vont donner des cours, les élèves viennent à l'école. Ça veut dire que le dialogue a connu un succès éclatant avec cette catégorie de composantes de la nation. Maintenant, tout le monde a bien compris que l'enjeu c'était la politique. Mais qui porte donc la revendication politique? À ce niveau-là, je dis que il est bon que ceux qui portent cette revendication politique sécessionniste se déclarent pour qu'enfin des discussions puissent donc être engagées avec eux, pour qu'ils nous disent clairement qu'est-ce qu'ils mettent dans la sécession. Est-ce qu'ils sont au courant que le 10 octobre 2002, la Cour internationale de justice a décidé que le territoire du Cameroun est infranchissable, qu'il est intègre, et c'est un principe consacré par la Charte des Nations Unies, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Alors, s'ils ont une contestation territoriale, pourquoi ils ne la portent pas à l'instance internationale qui règle de ce type de questions? Pourquoi porter les armes contre le Cameroun? D'autant plus qu'ils disent qu'ils ne sont pas camerounais. Donc, à ce moment-là, nous aimerions que cette organisation politique-là prenne ses responsabilités et avoue que c'est elle qui a organisé la situation, donné les ordres, financé les assassinats, les enlèvements de prêtres, de sous-préfets, les exactions, donné les ordres, les mots d'ordre de Gostan et autres. Donc, ça fait que, à partir de ce moment-là, on sait à qui on a affaire. Vérifier à travers le monde. Tous les mouvements séparatistes ont une direction politique qui négocie toujours à un moment donné avec les pouvoirs publics en place. Sauf si je me trompe. Donc, je crois que quand on étudie donc de façon linéaire les crises sécessionnistes et séparatistes dans le monde, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'il y a cette originalité où il y a une sorte de nébuleuse qui sert d'organe politique avec des personnes installées à l'étranger qui envoient des financements, donnent des mots d'ordre, avec une partie des personnes qui sont incarcérées au Cameroun et qui disent que
elles ne sont pas de nationalité camerounaise, mais avec une multitude de groupes armés qui commettent des exactions, terrorisent les populations, vident les villages, font des razzias, au-delà même des frontières du territoire que certains réclament, viennent jusqu'à Mbanga, jusqu'à Fongo-Tongo, jusqu'à Bangourin, faire des razzias de ravitaillement. Donc, nous sommes en face du grand banditisme et le déploiement de sécurité qui a été fait là-bas consistait justement à conjurer ce grand banditisme. Et je vous assure que le jour où un... Mais ça n'a pas cessé, M. Bégon. Bien sûr, on va continuer. On continue. Vous savez, il y a des crises sécessionnistes qui durent depuis des années dans d'autres pays. Donc, même le Nigeria qui est à côté de nous a encore des relents sécessionnistes. Et vous vous souvenez de la guerre du Biafra avec la fin qu'elle a connue. Donc, c'est normal dans un pays, mais maintenant, nous avons la capacité de relever ces défis. Et nous sommes heureux que les pouvoirs publics aient pris la juste mesure des choses. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, face à une armée légitime, dans ses frontières légitimes, des groupes armés essaient d'installer une situation de zizanie et de terreur. Je crois que les pouvoirs publics ne laisseront pas ça se faire. Ok, docteur Oko, sur cette situation, Bengono dit qu'il n'y a pas l'aile politique qui pourrait négocier, discuter, on va le dire comme ça, avec le pouvoir de Yaoundé. Est-ce que ça tient? Si c'est Kouayouk et les autres. Il n'est même pas le seul. Est-ce qu'il est le seul? Effectivement, c'est une lecture qui rentre dans un logiciel. Mais le Premier ministre parle d'un début de dialogue. Oh, je disais que c'est une lecture qui consiste à dire qu'il n'y a pas un leadership politique affirmé, est une lecture qui rentre dans un logiciel global qui est la marque déposée du régime Biya, à savoir le déni. Chaque fois que ces personnes sont en face d'un problème de société, elles ferment les yeux sur la réalité et se créent dans leur tête une autre réalité dans laquelle ils surfent en abandonnant le fait. Et c'est lorsqu'ils sont rattrapés par les faits, comme c'est le cas justement maintenant, qu'ils se disent peut-être qu'il faut rétro-pédaler comme ils ont rétro-pédalé sur leur position par rapport au fédéralisme. M. Bengono dit qu'il négocie depuis. Monsieur Bengono sont dans le dialogue depuis. Il est dans le secret des dieux. Ce que je vois, c'est que tous les jours les gens meurent. Tous les jours, les Camerounais de plus en plus se radicalisent. Tous les jours, une idée qui au départ, à savoir le sécessionnisme, qui au départ était minoritaire, comparé à ceux qui étaient fédéralistes ou alors pour la décentralisation, est une idée qui, de leur fait, en raison de leur décision, de leur déni, a pris de la sympathie et finalement a pris des proportions plus importantes. Je me rappelle encore que c'est ce gouvernement qui a, pour des raisons qui restent obscures jusqu'à ce jour, emprisonné les leaders du consortium. Jamais on n'a eu d'explication politique à ce sujet. Des personnes qui avaient des revendications, qui s'inscrivaient dans le projet républicain, ont été du jour au lendemain arrêtées parce que elles ont tenu bon, elles ont assumé leur position fédérale et pour ça elles ont été jetées en prison, créant donc ainsi un vide dans la négociation. Monseigneur Christian Toumi a proposé la All Anglophone Conference. Que l'on nous dise pourquoi à 2 reprises cette conférence a été renvoyée, on ne sait pas. Donc vous voyez, lorsque les gens sont dans un logiciel de déni perpétuel, de refus d'écouter les autres, on aboutit à cette situation-là. Donc quand le Premier ministre dit qu'il y a un amorce de dialogue, j'ai bien peur qu'il se parle à lui-même ou alors se parle à ses camarades comme M. Ezomba. Parce que ce que moi je ne vois aucune mise en place d'un dispositif de dialogue. Je ne vois rien. Parce que pour dialoguer, il faut déjà que l'on... Docteur Oko, je vais rester un peu sur les images. On a vu le Premier ministre Philémon Yang. Il est allé au nord-ouest. Et lorsque vous regardez John Gouté ces jours-ci, c'est la même perception? Vous ne sentez pas que quelque chose bouge un peu? Nous sommes dans le domaine du réel, et pas de la perception. Ce que j'ai vu à la télé, c'est une délégation conduite par M. John Gouté, qui était installée dans une enseigne. Et j'ai vu, comment dire ça, une tente, une seule d'ailleurs, dans laquelle l'ensemble des personnes qui étaient venues accompagner le M. John Gouté étaient réunies. Alors, voilà une crise anglophone qui engage 2 régions qui a compte plus de 5 millions de personnes, où des villes mortes sont permanentes. Et je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent ici que lorsque M. Nangouté était à Bamenda, les villes mortes avaient cours. Il n'y a pas eu même une trêve pour justement montrer l'adhésion au discours de M. Nangouté. Non, la ville morte a perduré, nous avons eu des images et nous avons vu donc cet échantillon
que je ne peux pas identifier parce que je ne sais pas qui composait. Est-ce que c'était des personnes venues de Yaoundé? Est-ce que c'était les populations de Bamenda qui sont venues accueillir M. John Ngouté? Je ne sais pas. Mais je sais que j'ai vu, n'est-ce pas, une mise en scène. J'ai vu une mise en scène qui ne dénote de rien, qui ne dénote pas d'un espoir particulier. Parce qu'il y a des conditions, Serge Alain. Lorsqu'on est sérieux avec notre pays, quand on est sérieux avec la nation, il y a des mesures préalables, des mesures qui permettent aux gens qui sont en face, qui, je les déplore, ont pris les armes, mais des mesures qui leur permettent d'avoir des garanties sur le dialogue. Ils ont quand même un passif. Ils ont vu comment on emprisonnait le consortium. Ils ont vu comment, sans hésiter, on tire sur des personnes à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur d'année. Donc ces personnes-là ont certainement besoin de garanties, n'est-ce pas? Et une fois que ces garanties leur seront offertes, elles pourront, je pense, j'espère, en tout cas, donner une suite au dialogue. Mais pour le moment, il n'y a rien de plus en effet. Nous voyons des personnes qui organisent des charters, s'en vont se créer des images pour essayer de légitimer une amorce de dialogue alors que le dialogue en lui-même n'a pas commencé. Parce qu'il faudra que l'on définisse déjà qui seront les protagonistes du dialogue. Il ne s'agira pas pour M. John Ngouté d'aller au nord-ouest et estimer qu'il a créé le dialogue. Non, il y a un leadership politique de la sécession. Vous avez parlé de M. Siko Ayou Tabé. Il a revendiqué la présidence de cette chimère interim government. Absolument. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de leadership. Et s'il n'était pas considéré, pourquoi être allé le chercher au Nigeria? C'est parce qu'effectivement, on sait que c'est lui, en tout cas c'est la figure qui est connue, qui est emblématique, qui revendique cette position-là. Donc lorsqu'on est de bonne foi et que la personne est ici à Yaoundé 4, à la prison principale, on fait la démarche d'aller rencontrer la personne, de lui poser des problèmes et d'écouter ce qu'elle a dit. Lorsqu'on est dans un mutisme, qu'on se parle à soi-même, il n'y a absolument pas d'espoir que cette crise-là soit résolue par M. Biya. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Je m'aperçois que mon contradicteur édulcore l'histoire. La conférence sur l'initiative de Monseigneur Toumi, je lui rappelle quand même qu'il y en a déjà eu 2 éditions, 93 et 99. Voilà. Donc, ne donnez pas l'impression que ça n'a jamais eu lieu. Et puis, ne demandez pas au gouvernement d'aller organiser une réunion dont il n'a pas les tenants et les aboutissants. Les réunions sont libres au Cameroun. Que ceux qui veulent organiser cette conférence prennent les dispositions pour qu'elle ait lieu. Moi, je me souviens de M. Simon Munzu, secrétaire en charge des questions de diligence, qui a démissionné avec tout le fracas qu'on connaît. Donc, nous ne sommes pas responsables, bien entendu, de cet événement qui, au demeurant, ne correspond pas à notre calendrier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, dès sa prise de fonction, M. Dion Ngouté a commencé à discuter avec les composantes de la nation camerounaise, les plus larges possibles. Discussion. Sauf s'il veut nier que l'entretien qu'il y a eu avec M. Ni John Frundi, de la bouche de M. Ni John Frundi lui-même, il a fait des propositions. Vous avez rappelé tout à l'heure. Il s'est même offert comme médiateur. Il s'est même offert comme médiateur. 4 heures de discussion avec le principal parti de l'opposition camerounaise. Si monsieur, mon contradicteur, considère que c'est de la fabrication juste pour la communication, libre à lui de l'interpréter ainsi. Mais ceux qui nous regardent savent que ça s'est passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça qu'avec le SDF. Il y a eu un entretien de longues heures également avec la communauté estudiantine et dans le cadre de l'université de Bamenda, avec les personnes les plus largement possibles représentées à cette réunion où les gens se sont exprimés librement. Le Premier ministre est même parti au marché. Il vous dit qu'il y avait Ghostan ce jour-là. Vous avez vu les images du Premier ministre arrêtant son cortège au marché. Je ne sais pas si c'était également des charters, mais libre à lui. Vous savez, dans le MRC, on a l'art du grossissement épique, de la falsification volontaire des faits, de l'édulcoration des faits, juste pour impressionner ceux qui nous regardent. Heureusement, ils sont doués de bon sens. Je continue avec les petites notes que j'ai prises. Parlant du consortium, vous savez quand même que ils ont été libérés. Est-ce que le gouvernement n'a pas réalisé qu'il avait fait une erreur? Non, vous êtes au courant qu'ils ont été libérés? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je demande, alors, est-ce qu'il n'y a pas eu... Attendez, vous êtes au courant qu'ils ont été libérés? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'ils ont donné des ordres? Ces ordres ont été suivis. Donc, quand ils ont été libérés, ils ont donné des ordres. Je suppose que si quelqu'un est incarcéré et que quelque temps après, il est libéré, il retrouve quand même sa vie normale, en attendant éventuellement ses requêtes en réparation auprès des instances compétentes.
est-ce que ceux qui ont été libérés du consortium ont donné des ordres aux hommes qui sont en brousse? S'ils ont donné des ordres, dites à ceux qui nous regardent ces ordres-là. On a vu plutôt les bandits continuer à agresser, à tuer, à égorger des policiers, des gendarmes sans leur donner une seule chance de se défendre, c'est-à-dire de faire le métier, le seul métier qu'ils ont appris, c'est défendre. Défendre la République, défendre nous autres qui bavardons ici. Donc, moi je dis que vous ne pouvez pas me dire, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas un responsable politique, j'ai dit que c'est une nébuleuse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas identifier de manière marquée qui est derrière et qui donne les ordres. Même Ayoub Tabé Sissoukou, il peut donner des ordres. Et quand on arrête Ayoub Tabé Sissoukou au Nigeria, il est camerounais. C'est un ancien cadre de la SONEL. Il est camerounais. C'est après qu'il devient ambazonien, une république qui n'existe que dans sa tête. Et je dis que on ne peut pas considérer que ce que ce monsieur dit relève d'une démence. Sauf s'il a des intervalles de lucidité et des intervalles de sagesse ou de démence. À ce moment-là, il faut faire un examen psychiatrique. Mais tout de même, il y a une direction diffuse qu'on ne peut pas clairement identifier, disons qu'on cite même à l'étranger. Mais ce que moi je dis, et je le maintiens, et ceux qui nous regardent ont beaucoup de bon sens, ils savent que ce que je dis est vrai. Qui est responsable politique? Qui dit à partir d'aujourd'hui, puisqu'il y a des signes d'apaisement, je vous rappelle que les seuls signes d'apaisement qui ont été donnés viennent de la part de l'État, qui n'a jamais donné l'ordre de mobilisation générale en vertu de la loi de 67, qui n'a jamais mobilisé de façon grave pour qu'on aille au-delà de la lutte contre le grand banditisme. L'État qui a tout fait, qui ne s'est jamais démis de ses responsabilités vis-à-vis des populations. C'est l'État qui a comptabilisé les réfugiés camerounais au Nigeria. Un peu plus de 32 000. C'est-à-dire un peu plus de 0,010% de la population actuelle du nord-ouest et du sud-ouest. Les déplacés dont on parle, les 530 000 déplacés, ils sont où? Dans un territoire des Nations Unies? Dans un territoire de Human Rights Watch? Dans un territoire de International Crisis Group? Les déplacés et ils sont dans les régions du centre, de l'ouest, du littoral, c'est-à-dire au Cameroun, c'est-à-dire chez eux. Ils sont accueillis par des Camerounais. Vous pouvez me dire, Serge Alain Autou, en quelle langue les déplacés internes et les familles qui les ont accueillis s'expriment? Mais est-ce que la vie est la même? Non, monsieur. Lorsque vous partez, si on vous enlève de votre... Vous m'interrompez. Non, si on va comprendre. Si on vous enlève de votre... Je vous dis donc que c'est pour ça qu'on appelle déplacés internes, parce qu'ils sont forcés de se déplacer contre leur gré. Oui. Sans pouvoir dire quand est-ce qu'ils vont rentrer dans leur village. Ils abandonnent leur terroir, ils abandonnent leur plantation, ils abandonnent leur richesse au profit des bandits dont on parle. Vous pouvez dire, quand ils vont rentrer, ils sont forcés de se déplacer. Et je dis que s'il n'y avait pas d'autres familles camerounaises, sans instruction d'aucune autorité publique, d'aucun parti politique, des familles de l'Ouest, du centre, du littoral, du Sud ont accueilli ces gens parce qu'ils sont camerounais. C'est ça, c'est la réponse cinglante à tous ceux qui veulent nous faire vendre une guerre civile entre les francophones et les anglophones au Cameroun. Et je dis que c'est ça la réponse du peuple camerounais, de l'âme, du souffle que personne ne maîtrise du Cameroun. Et je dis que ceux qui veulent nous donner des leçons sur les déplacés internes, parlons donc de la situation globale humanitaire. Vous savez combien de réfugiés il y a au Cameroun que nous accueillons depuis de longues années? 245 000 Centrafricains, 100 000 Nigériens, un peu plus de 675 000 personnes qui sont au Cameroun et que le Cameroun accueille généreusement. À peine nous avons 32 000 personnes et le gouvernement s'est engagé à faire le return back to home sans condition. Et la négociation s'est engagée avec le gouvernement nigérien pour que, soit par un pont aérien, soit par bateau, que ces gens puissent rentrer au Cameroun. Donc, c'est des engagements fermes du gouvernement camerounais. Donc, qui sont donc, et je reviens à ce que je disais, qui sont donc ceux qui donnent les ordres de faire fuir les gens de leur village? Imaginez-vous, les gens qui les font fuir de leur village, ce sont leurs cousins, leurs oncles, leurs frères. Vous, Serge Alain Autou, quelqu'un peut vous faire fuir de votre village? Vous avez idée de ce que c'est? Que votre cousin vous chasse de votre village et vous partez par la force. Que ces gens-là donnent donc les ordres pour que chacun rentre chez soi, retrouve son terroir, et que ceux qui ont donc donné les ordres, puisque vous les connaissez, moi je connais une nébuleuse avec des noms disparates. Si cette nébuleuse faut s'organiser, et quelqu'un a dit tout à l'heure, et je conclue là-dessus, qui va se poser le problème de qui va participer. Mais c'est une question de légitimité, monsieur Autou. C'est-à-dire que
je suis sûr qu'il y a beaucoup de partis politiques qui auront beaucoup de problèmes pour désigner quelqu'un à ces assises. Qui sont des assises, je rappelle à ceux qui nous regardent, que ce sont des assises républicaines, convoquées par la République. Donc vous nous informez ici qu'il y aura ce dialogue inclusif. Ce sont des assises. C'est inévitable. C'est une écoute républicaine. C'est ce que nous avons toujours fait. C'est ce que nous avons toujours fait. Peut-être que nous sommes allés de façon sérieuse, spécifique, sur des questions strictement opérationnelles. Par exemple, avec les corporations médico-sanitaires, avec les corporations de la justice, avec les corporations de l'éducation. Il y aura un moment où on va élargir aux autorités, aux responsables politiques. Monsieur Frundi a ouvert le bal. Qui vous dit que demain, il n'y aura pas d'autres? Mais il faudra bien que les uns et les autres s'organisent pour apporter leurs idées. Et c'est une écoute républicaine qui a pour but de dégager un minimum de consensus sur un certain nombre de sujets. Moi, j'en vois 5 ou 6, pas plus, qui nous permettent de les traduire en actes législatifs et réglementaires pour ramener la situation à ce qu'elle était antebellum. Moi, je crois que si on y va chacun dans sa posture, dans sa position, en faisant confiance aux institutions dont nous nous sommes librement dotés, je crois que nous pouvons voir le bout du tunnel très rapidement. Bengodan, je reste avec vous. Est-ce qu'il a fallu attendre au moins, je veux dire, au moins 1850 morts pour qu'on commence à penser à ce dialogue? Vous voyez, vous parlez de 1850 morts. Oui, vous savez, je m'en tiens au chiffre d'International Crisis Group. Bon, ok, vous ne faites pas confiance à ceux du gouvernement. Est-ce que vous savez le nombre Le gouvernement a donné combien de morts? Est-ce que vous savez le nombre de fois où Dieu, le Créateur, a dû raser l'espèce humaine pour se constituer un peuple? Vous savez combien de fois? Le nombre d'alliances que Dieu a faites avec les hommes. Il dit, je rase Sodome et Gomorrhe, il rase. Nous ne comptons pas les morts. Vous comprenez? Nous comptons les Camerounais actifs tous les jours, qui suent sang et eau pour que ce peuple vive. Ceux qui, sans aucun ordre d'aucune autorité, ont accueilli leurs frères du nord-ouest et du sud-ouest, et qui sont aujourd'hui, je vous ai posé la question tout à l'heure, cherchez la réponse, en quelle langue les déplacés internes échangent avec les familles qui les ont accueillis. Si vous répondez à cette question, je saurai que vous êtes Camerounais. Parce que il n'y a que ça qui montre que précisément, on doit aller au-delà des lectures faciles. Le prisme qui voulait nous faire croire que, parce qu'on est anglophone, on ne peut pas vivre chez un francophone, est largement battu par ces cinglants démentis que les populations camerounaises administrent à la communauté internationale. Et je vous dis que nous n'avons pas attendu un seuil. Il y a une évolution. Vous-même, vous connaissez, puisque historiquement, vous pouvez... Le conflit armé, c'est depuis 2017. Bien sûr, vous avez donc des faits. Vous avez un bloc éphéméride. Consultez votre bloc. Vous allez voir vous-même la graduation dans le développement de la crise. C'est-à-dire, chaque jour, il y avait une nouvelle chose qui arrivait. La crise n'avait pas encore révélé tous ses aspects. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à 99,99% de révélations de toute la dimension de cette crise, qui nous permet donc de dire que le moment est venu d'écouter au-delà de ce que nous avons écouté jusqu'ici, c'est-à-dire les corporations, les responsables politiques. Nous avons les propositions du MRC, nous avons celles du SDF, nous avons un certain nombre de propositions d'un certain nombre de responsables politiques et même d'un certain nombre de personnes qui ont autorité morale et qui ont fait des propositions concrètes, parfois même écrites, donc soit à la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, soit au CNDDR, soit au CNDDR qui a déjà accueilli 175 repentis, qui disent que nous sommes prêts à venir, mais les autres disent que il faut donc travailler à l'attractivité de cette opération de démobilisation et de désarmement, soit directement au Premier ministre, soit directement au chef de l'État. Oui, docteur Ko, on va amorcer avec ce qui vous concerne, c'est-à-dire les événements, les marches blanches, on va les appeler ici. Beaucoup d'arrestations, une partie le 26 janvier et le gros des arrestations, c'était le 28 janvier. Tout ça contribue sérieusement à faire peser l'atmosphère sociopolitique au Cameroun. Ça fait 3 mois déjà que les leaders et plus de 200 sont en prison. Bien entendu, tout cela contribue à peser, mais je vais d'abord... Oui, vous voulez répondre d'abord? Je ne réponds pas, je fais des constats qui sont des constats qui attristent le Camerounais que je suis. Quand j'entends un compatriote venir devant une chaîne de télévision comme celle-ci, dire aux Camerounais que même Dieu a rasé le monde plusieurs fois en citant Sodome et Gomorrhe pour montrer que ce qui se passe là-bas
est déjà arrivé et par Dieu lui-même, ça m'outrage. Je suis meurtri dans mon âme de Camerounais. Quand j'entends un Camerounais venir dire que ceux qui meurent ne comptent pas, c'est ce qu'il a dit, c'est ceux qui se débrouillent, c'est ceux qui travaillent tous les jours qui comptent, c'est encore plus écœurant. Comment en est-on arrivé à pouvoir aussi banaliser une vie humaine? Je suis très inquiet de ce que ces gens sont capables de faire. Lorsqu'on peut à ce point dire que même Dieu a tué des gens, même Dieu a rasé des populations, alors si on a 1850 morts, on n'a pas encore fait autant que Dieu, alors c'est écœurant, monsieur Bongono. Lorsqu'on est un être humain, qu'on a une famille, peut-être des enfants, il faut mesurer les mots qu'on emploie. Parce que ces mots-là peuvent radicaliser encore des gens. Et dans le semblant de dialogue que vous dites avoir amorcé, vos propos ici peuvent participer à neutraliser toute action qui peut être posée. Donc faites attention à ce que vous dites. Alors maintenant vous parlez des marches blanches. Bien entendu, personne ne peut nier que c'est après la présidentielle que l'atmosphère au Cameroun s'est encore plus crispée. Nous avions bien entendu depuis novembre 2016 cette crise sourde, latente, mais qui faisait déjà des morts. Mais après la présidentielle, nous avons vu le climat s'alourdir. Et pour cause, M. Biya, une énième fois, a perpétré un coup d'État électoral. Cet homme a été battu à la présidentielle, mais comme d'habitude, a estimé qu'il devait piétiner le vol des Camerounais. Et voilà comment nous, au MRC, qui nous sommes engagés non seulement à présenter un candidat, Maurice Kamto, à la présidentielle, nous sommes aussi engagés lors de nos meetings à sauvegarder le vote des Camerounais, parce que nous avions une devise IVSD, c'est-à-dire l'inscription, le vote, la surveillance et enfin la défense. Nous sommes dans un schéma qui était connu parce que nous savions qu'il peut arriver, connaissant ces gens, avec les antécédents de vol et de hold-up électoraux, il était possible qu'une fois de plus, ils essaient de le faire. La descente du premier... Cette atmosphère, bien entendu, est liée à cette crise électorale. Et je voudrais, j'ai dit, je profite de l'occasion pour annoncer la reprise des marches pacifiques, parce que le plan national de résistance, comme je l'ai dit la dernière fois quand j'étais ici, va reprendre et va continuer en s'intensifiant. Et je profite pour annoncer au Camerounais que les samedis 1er juin 2019 et les samedis 8 juin 2019, il y aura des marches. Le 1er juin, il y aura des marches dans toutes les localités du pays. Et le 8 juin, il y aura une grande marche pacifique sur Yaoundé pour dire non à l'ensemble des bavures que nous font subir au quotidien ces personnes. Le hold-up électoral. Les demandes ont été déposées auprès des autorités. Les procédures administratives sont en cours, monsieur Otou. Nous allons... Vous croyez que les sous-préfets vont accorder l'autorisation? C'est difficile pour moi d'être à la fois militant du MRC et mettre à leur place. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous acquitter de notre obligation, qui est le respect, n'est-ce pas, de la loi 55, 90, voilà exactement. Nous allons donc déposer et nous attendons des autorités administratives compétentes qu'elles exécutent la même loi. Nous faisons notre démarche qui consiste à déclarer des manifestations publiques bien à l'avance. Ils ont leur responsabilité en application de l'article 8.1 qui consiste, lorsqu'on a reçu une déclaration, d'en délivrer immédiatement le récépissé. L'adverbe est important, sinon fondamental. Cela signifie que la loi du Cameroun, qui porte sur les manifestations et les réunions publiques, oblige, en utilisant l'adverbe immédiatement, oblige celui qui reçoit une demande, enfin une déclaration, à lui délivrer un récépissé. La loi va plus loin. Lorsque l'autorité en question estime qu'il peut y avoir des dérapages, la loi lui demande non pas d'interdire, mais avant tout de changer d'itinéraire, de voir les ordres de changer d'itinéraire. Parce que quoi? Dans l'esprit de la loi, la liberté était quelque chose d'acquis, était un droit fondamental consacré par notre Constitution, un droit fondamental donc que les lois prises en application de la Constitution ne permettaient que d'appliquer. Donc le principe acquis est celui de la manifestation. Maintenant, si on estime qu'il y a des choses à revoir, on peut à la limite changer d'itinéraire, mais ne pas interdire, parce que je le dis encore, le principe est acquis. Donc, je dis donc, avant que vous ne repreniez le numéro, que les marches sont relancées et nous invitons les Camerounais, tous ceux qui, que ce soit au nord-ouest, que ce soit dans toutes les autres régions, au sud-ouest, que ce soit ceux qui ont ceux qui veulent exprimer leur mal-être, et je sais qu'ils sont des millions, nous les appelons massivement à sortir pour manifester et marcher pacifiquement dans les différentes localités du Cameroun le 1er juin et à Yaoundé la méga marche du 8 juin 2019. Donc vous permettez que je sais que si j'envoie l'antenne à Douala sans que
M. Bengono n'intervient. Donc, on va continuer après le journal, M. Bengono, ça c'est promis. Si vous avez juste en 30 secondes, avant qu'on aille à droite. Je vais vous repasser la parole après le journal. Il convoque la loi sur les réunions et les manifestations publiques. J'espère qu'il sait également que les autorités administratives ont la loi sur le maintien de l'ordre. C'est tout ce que je peux dire en entrant. Okay. Le reste, on verra. Ils sont libres de leur calendrier. Ils ont pris leurs responsabilités. Les autorités prendront aussi leurs responsabilités. Okay. En vertu de la loi. Ok, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette première partie Equinoxe Soir. Nous allons donc prendre le chemin de Douala où nous attend Cédric Noufélé et toute l'équipe, la rédaction pour le 20h. Retour sur le plateau Equinoxe Soir, c'est pour la deuxième partie, la partie réservée au débrief, toujours en compagnie des Somba Bengono du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et le docteur Apollinaire Oko. Docteur Apollinaire Oko, on a vu, le Premier ministre sort, l'émissaire du président Biya sort de 3 jours de visite dans la région du Nord-Ouest. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage, de cette descente du Premier ministre dans la région du Nord-Ouest? Je retiens que j'ai vu une délégation se rendre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, avec à sa tête M. John Gouté. Je retiens que j'ai suivi dans les reportages qui sont passés des personnes réclamer des préconditions avant qu'il y ait amorce de dialogue. Nous avons vu un concitoyen demander que toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone soient relâchées et que cela constituerait de manière objective des signes d'une intention sincère de mise en amorce d'un dialogue. Et donc, je constate donc que tant que de telles mesures ne sont pas prises, qui sont des mesures comment dire ça, pour désamorcer la tension qui existe, n'est-ce pas? Les personnes arrêtées ont des familles. Ce sont ces familles-là que M. John Gouté est allé voir. Il est allé voir les personnes qui sont sevrées de leurs cousins, de leurs frères, de leurs sœurs, et il leur demande de dialoguer. Ce n'est pas possible. Il faut un certain nombre de mesures préliminaires avant même que ne s'amorce le dialogue. Et ces mesures-là, malheureusement, nous le constatons tous, ne sont pas encore engagées. Et donc, ça reste un autre voyage auquel nous espérons qu'il y ait de bonnes suites. Parce que, une fois de plus encore, ce qui est le plus outrageant, c'est que dans une crise comme celle-là, nous ne fassions pas l'économie de morts, de vies humaines qui tombent. Et j'espère que de la même manière qu'il y a eu ce rétropédalage sur désormais la question du fédéralisme qui est soumise à débat, dont le débat est désormais possible, de même j'espère également qu'il y aura libération de toutes les personnes, et ce sans condition, arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Parce que cette libération-là constitue de manière claire, de manière objective, un élément qui traduit la sincérité, n'est-ce pas, comment dire ça, des pouvoirs publics à pouvoir mettre sur pied un véritable dialogue national. Voilà, Soma Bengono, justement, on a suivi dans le journal, Edith Kabangwala, il y en a, avant elle, quelqu'un parlait d'une descente tardive du Premier ministre. Edith Kabangwala, a demandé que toutes les personnes incarcérées dans le cadre de cette crise soient d'abord libérées pour apaiser d'abord les cœurs. Ça fait d'autres préalables encore, avant le dialogue. Je ne sais pas si Edith Kabangwala était au Cameroun quand tout cela se déroulait, parce que dès la survenance des exactions, souvenez-vous, dès novembre 2016, le gouvernement était sur le terrain, à travers les autorités administratives locales que je salue, le gouverneur, les préfets, les sous-préfets. Souvenez-vous, à Batibo, on enlève un sous-préfet. Le gouvernement était déjà sur le terrain. Le premier ministre Jean Philémon, sous son magistère, 2018. Oui, sous son magistère, a été à Bamenda et au sud-ouest. Donc, le Premier ministre Dion Gouté est dans cette continuité. Et je voudrais rassurer ceux qui nous regardent. Toutes les populations Bafout, Bali, Banso, Bororo, Bakori, Bafo, Balou, Bakongo, rassurez-vous, nous ne négligeons pas les morts. C'est précisément parce qu'on a pris les morts en compte que le gouvernement a mis en place le comité national de désarmement et de démobilisation pour la réintégration. Pour qu'il n'y ait plus de morts.
Donc il ne faut pas que ceux qui nous regardent pensent que le gouvernement, un temps soit peu, ne prend pas en compte. C'est parce que vous avez pris un exemple. Justement, j'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple pour illustrer que il y a un jusqu'au-boutisme des extrémistes, des séparatistes qui sont prêts à tout, y compris à décimer toutes les populations locales pour atteindre leur but. C'est ce jusqu'au-boutisme séparatiste que je voulais illustrer en prenant cette illustration tout à fait connue. Donc, toutes les populations sortent, Kambé, les Bororo, j'ai cité, les Bakweri, les Bakondo, les Bakossi, les Banyangi, toutes les populations du nord et du sud-ouest savent que le Premier ministre est parti à leur rencontre. La libération des personnes incarcérées, c'est une procédure. Qui vous dit qu'elle n'est pas en route? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, il y a une procédure qui se met en place pour incarcérer une personne, et pour libérer une personne, il y a également une autre procédure et qui se déroule au niveau de la justice. Pour le reste, vous avez vu des offres. Edith Kabanwala fait des propositions. J'espère qu'elles sont tombées dans les oreilles de celui qui doit les recevoir, notamment le Premier ministre qui était sur place et le Président de la République qui suit forcément la situation et tous les autres pouvoirs publics. Donc, je dis, moi j'ai vu un Premier ministre qui est sincère, qui est franc, qui est direct, qui est simple, qui est humble, qui de façon obstinée, passionnée, directe, s'adresse aux populations. Et donc les méthodes de John Gouté viennent rompre avec les méthodes de Yang? Je ne dis pas que c'est la méthode, ce sont les mêmes missions. Oui. Ce sont les mêmes missions. Souvenez-vous à l'époque, c'est parce que beaucoup ont raillé ce qui se passait avec les descentes du gouvernement sur le terrain, les ministres, les gouverneurs, les préfets. Beaucoup n'ont pas pris ça au sérieux, en se disant on ne veut parler qu'au président de la République, alors que la République a un travail qui est organisé, il y a un gouvernement qui prend ses responsabilités. Donc, ce sont les missions permanentes. Je salue notamment les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets qui ont permis que l'État reste effectif, permanent, pour que précisément ce cadre de dialogue que tout le monde appelle se mette en place. Et ce n'est pas le dialogue que le Premier ministre est parti faire là-bas. Il est parti porter un message de paix et de réconciliation sur l'initiative du président de la République, de manière à ce que le déblayage du terrain se fasse, que cette écoute active dont il a fait montre se développe de part et d'autre, et que chacun soit disposé à participer à cette écoute active pour apporter sa contribution. Donc, le Premier ministre met en place, et moi je le dis, et prenons date, nous allons en parler encore, un calendrier qui montre très bien que le gouvernement a enclenché une dynamique de pacification, de réconciliation, de pardon, d'amnistie, d'excuses, de responsabilité, pour qu'on arrive à une situation de tension à tout le moins supportable ou alors tout à fait éradiquée. Et il faut s'en féliciter. Et vous avez vu l'engouement des populations. D'ailleurs, votre correspondant sur place a bien fait de donner le micro aux Camerounais pour qu'ils expriment précisément ce qu'ils ont dans les viscères. Et vous avez vu comment les gens se sont exprimés librement. Je n'ai entendu aucun de ceux qui se sont exprimés rejeter l'offre du Premier ministre. Au contraire, ils en ont ajouté parce qu'ils estiment qu'on peut encore aller loin. Ils ont donné des idées, ils ont donné des initiatives. Et si le Premier ministre n'était pas allé là-bas, peut-être qu'il n'aurait pas exprimé ces idées qu'ils ont exprimées. Et il faut s'en féliciter parce que ça montre précisément que de part et d'autre, il y a une bonne disposition de prise en compte de la main tendue du président de la République. Ok. Il y a aussi cet aspect, un des points des 4 propositions du SDF. Lorsque le SDF a rencontré le Premier ministre, John Gouté, l'autre jour, il parlait de pas d'élection avant que le problème de la crise anglophone ne soit résolu. Parce que le nord-ouest et le sud-ouest sont véritablement... les populations ne participent pas. Parce qu'on a encore l'idée ce qui s'est passé à la présidentielle. Absolument. Vous faites bien. Donc pas de régional, pas de législative, pas de municipal, avant qu'on ne parle de paix totale dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bien entendu, c'est une proposition qui... Et vous arrange au MRC? C'est une proposition qui rentre dans une logique républicaine, d'une république apaisée, d'une démocratie apaisée, d'une démocratie participative. Parce que ce qu'on ne dit pas assez souvent en ce qui concerne la crise anglophone, c'est que, au-delà de la dimension
de la gouvernance qui est décriée, notamment avec ce centralisme que l'on vit malgré la proclamation d'une république décentralisée, il y a que la crise anglophone est une crise aussi de légitimité. Souvenez-vous que tous ceux qui ont été élus là-bas, qui conseillers municipaux, qui maires, qui députés, jusqu'ici, n'ont pas réussi à faire entendre raison à ses compatriotes. Quand même, dans un pays où des gens se reconnaissent dans des élus, où les députés sont légitimes, où les sénateurs sont légitimes, où des conseillers sont légitimes, quand même leur voix porte. Le fait que nous ayons constaté tous que la voix des élus locaux là-bas ne porte pas, signifie aussi que la légitimité, la présomption de légitimité dont ces personnes auraient été porteuses n'a pas produit l'effet escompté. Donc je voudrais donc d'abord rappeler que c'est une crise de légitimité. Comment donc, dans un pays qui vit une crise comme celle-là, qui a cette composante-là de crise de légitimité, peut se permettre, dans de telles conditions, d'envisager aller à des consultations électorales? C'est de la filouterie politique, si on va. Donc, les propos du chairman sont tout à fait fondés. Mais il n'y a même pas que la crise anglophone. Il y a aussi même la dimension même au-delà, nationale cette fois, du code électoral. Oui. Et même mieux, du système électoral. Parce que voilà un aspect sur lequel nous existons MRC. C'est qu'au-delà du code électoral, de cette loi que l'on doit améliorer, qu'il faut absolument améliorer avant qu'il y ait de prochaines élections, il y a le système électoral. Le code électoral ne prévoit pas tout. Je prends un exemple simple. Lorsqu'il faut par exemple aller constater des fraudes électorales, ce n'est pas le code électoral qui règle cette question. C'est le code de procédure pénale qui permet, n'est-ce pas, à ce que des personnes, des huissiers qui en principe ne doivent pas travailler le dimanche puissent aller travailler après que le juge ait donné le quitus. Donc, si on se focalise sur le seul code électoral, on aborde une partie du problème, mais il y a des problèmes qui ne sont pas soulevés ou alors dont le code électoral ne conçut pas la solution. Et il faut donc aller au-delà du code. C'est pour ça que nous, au MRC, nous parlons de la révision du système électoral, c'est-à-dire qui va au-delà du code. Donc, ce sont des observations qui sont pertinentes. Voyons donc si ces personnes sont de bonne foi. Voyons si elles écoutent des personnalités de la société civile et des partis politiques et observons. Et je suppose, les connaissant bien, ce sera encore une tentative de passage en force. Ok, Somba Bengono, il y a aussi cet aspect qui revient, le médiateur dans cette crise. Oui. On a vu aujourd'hui un quotidien, Mutation, qui parle de Caridas, Frundi, le Chief Mokete, le cardinal Toumi et je crois qu'il y a un troisième, Fondangwa Fort de Terre, vice-président RDPC, Chief of Mancon. Je ne peux pas laisser dire ce que je viens d'entendre sur le système électoral, oui. Puisqu'il parlait de système. Oui. Donc, je suppose qu'il fait une approche systémique et que les éléments du système sont notamment les partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se féliciter de la participation des partis politiques à l'exaltation des vertus de ce système? Moi, je m'interroge là-dessus. Et contrairement à ce qu'il dit, le code électoral prévoit bien que un représentant des partis politiques fasse des consignations sur le procès verbal du bureau de vote, le jour du vote. La consignation est une opération judiciaire. Seuls les agents assermentés font des consignations. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans un bureau de vote, représentant votre parti, les consignations que vous faites sur le procès verbal de vote valent acte judiciaire. Vous n'avez donc pas besoin d'un huissier. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que si on prend les sécessionnistes et les séparatistes comme des personnes respectables, on peut imaginer qu'elles n'écoutent donc pas les élus de ces régions-là. Dans l'analyse de M. Oko, ça veut dire que toutes les populations contestent leurs élus, ce qui est faux. Puisque jusqu'ici, nous savons que les populations ne contestent pas du tout leurs élus. Ce sont les séparatistes qui contestent la représentativité de tous ceux qui représentent l'État camerounais dont ils veulent se séparer. Ça, c'est tout à fait clair. Aucun élu, ni du SDF, ni du RDPC, de ces régions-là, n'a été contesté, ni dans son fonctionnement, ni dans sa légitimité. Il y a seulement que ceux à qui ces élus s'adressent, ce n'est pas eux les auteurs des exactions. Monsieur Oko, le dialogue, c'est avec ceux qui commettent les exactions qui doivent déposer les armes. Ce n'est pas avec monsieur tout le monde dans la population. Monsieur tout le monde subit. Et nous disons que la grande majorité des populations du Sud-Ouest subissent. Les élus parlent
les sécessionnistes n'écoutent pas parce qu'ils ne reçoivent pas d'ordre des élus. C'est le petit différentiel que je voudrais faire relever. Et je dis que les offres de médiation, Oui. elles valent ce qu'elles valent. Monsieur Froudi s'est offert médiateur. Médiateur entre qui et qui? Médiateur entre probablement les séparatistes, ça veut donc dire qu'il les connaît très bien. Auquel cas, peut-être, devrait-il donc faire en sorte qu'il dépose les armes? Parce que s'il s'offre médiateur entre les séparatistes et le gouvernement, ça veut dire qu'il peut donner des ordres. Ça veut dire qu'il mesure... Non, est-ce qu'il va donner des ordres? Non, Il va à l'écoute. Non, il va à l'écoute, mais Oui. il peut aussi leur dire, écoutez, de l'autre côté, on m'a dit de vous dire de déposer les armes. Ça veut dire qu'il se reconnaît une capacité de faire déposer les armes. Parce que le médiateur est généralement quelqu'un en qui on a confiance et qui vient vous dire... Une certaine neutralité aussi. Une certaine neutralité. Et là-dessus, je ne sais pas. Moi, je croyais que le SDF, en tant que parti politique représenté à l'Assemblée nationale, donc, de mon point de vue, remplissant les conditions de légitimité rationnelle pour participer aux assises, avait des propositions à faire. Et le chairman s'offre en médiateur. On verra ce que ça va donner. Il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. Type Moukoté, Oui. le cardinal Toumi. Il faut s'offre- l'envoi fort de tête. Ils Votre s'offrent camarade. tous. Fort fort de tête est une autorité traditionnelle, Oui. très écoutée. Également, nous souhaiterions que ceux qui sont dans la forêt l'écoutent davantage pour qu'ils déposent les armes. En fait, tout le monde peut s'offrir. Bonsoir à tous. Tout le monde peut dire quelque chose. Si ça participe à faire déposer les armes, à faire en sorte que... Bonsoir à tous, la bonsoir. seule force légale, légitime, qui est l'armée, la gendarmerie et la police sécurisent, alors à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Figurez-vous que moi je suis très heureux. Bonsoir. Chaque fois que je rencontre un policier ou un gendarme à un barrage de sécurité. Ok. Quand je vois le béret rouge, je sais que c'est la gendarmerie nationale du Cameroun. Nous aimerions que ce soit ça partout. Nous aimerions que dans les villages reculés du Lébialem dont on parle. Mais de ça a été Congo, ça. de Wou. La rupture est venue de quoi? Bien sûr, c'est pour ça que vous voyez Serge Alain, vous parlez comme moi. Oui. Vous dites la même chose que moi, vous pensez comme moi. Que c'est la République, le gendarme au béret rouge, qui doit ériger une barrière de sécurité. Pas les séparatistes. À ce moment-là donc, si nous sommes tous d'accord que c'est le minimum qui doit nous permettre d'être dans la sérénité chez soi, d'être dans la sérénité dans les villes et les localités de ces régions, à partir de ce moment-là, il n'y a même plus de débat. À ce moment-là, ceux qui ont donc la parole, ceux qui pensent que leur parole porte, s'adresseront donc aux séparatistes en leur disant, vous ne pouvez pas avoir pris les armes, pas contre la République seulement, mais contre nous, contre vos frères Oku, contre vos frères Balou, contre vos frères Ejangam, contre vos frères Bakongo, contre vos frères Bororo, contre vos frères Tika. Vous avez pris les armes. Déposez-les, revenez au village. Quelle est cette question qu'on ne peut pas porter politiquement? Quelle est cette frustration que vous avez qu'on ne peut pas porter politiquement et la porter à la discussion ou à la délibération de la République? C'est de ça qu'il s'agit. Concluons donc sur la question électorale. Vous voyez très bien le niveau d'écartèlement dans lequel se trouve donc mon contradicteur et le SDF, qui forcément, en tant que parti politique sérieux, appelle là le président de la République à proroger le mandat des élus actuels. Parce que ce n'est que dans ces conditions que... Ça veut donc dire que M. Froudi vient d'ajouter un autre élément important dans sa connaissance du terrain séparatiste. Parce qu'il nous dit qu'on ne doit donc pas organiser les élections avant la paix définitive. M. Froudi, ça va arriver quand? Donc vous prenez la chose que c'est une j'analyse. prolongation du mandat. C'est la seule condition. Oui. Vous savez... Mais aussi, on dit c'est la paix. Il faut quand même qu'il y ait la paix pour que la population là-bas Mais puisse Serge Alain, nous participer à parlons le l'élection. même langage. Oui. Ça veut donc dire que par effet de Il conséquence... va falloir trancher. Non, il n'y a même pas à trancher. Parce que la prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux, des députés Une fois actuels, déjà, oui. a été faite. Elle prend effet le 29 octobre 2018. Ça, c'est le décret du président. Oui. La loi, c'est une loi de l'Assemblée nationale qui a prorogé le mandat pour compter du 29 octobre 2018. Si vous regardez bien votre calendrier, ce mandat, les élections devraient être organisées 40 jours avant la fin du mandat. Et le corps électoral doit être convoqué 90 jours
avant la date du scrutin. Faites le calcul. Vous voyez que ça c'est tombe, imminent. que c'est imminent, c'est-à-dire ça tombe au courant du mois de juin. Autrement dit, ça veut dire que si on analyse ça d'un point de vue politique, ça veut dire que le SDF, le MRC à côté de moi, demande donc au président d'en tenir compte et de proroger à nouveau le mandat des députés. Et je vous rappelle que la loi fait obligation au président de la République. D'ailleurs, le mandat des députés peut être prorogé autant de fois que les circonstances l'exigent. Mais celui des conseillers municipaux, pas. Vous voyez donc que nous sommes là dans un jeu où les gens veulent une chose et son contraire. Nous voulons tous la paix dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Nous voulons le retour des populations dans leurs villages. Le gouvernement s'est engagé à mettre en place très rapidement l'opération de retour des populations réfugiées. La négociation s'est engagée avec le gouvernement du Nigeria. Elle va s'accélérer, je vous le dis. Et le retour des déplacés internes, parce qu'ils sont forcés de quitter leur village. Tout le monde souhaiterait que les 530 000 déplacés rentrent dans ces villages-là, mais nous sommes là dans une proportion d'à peu près 17%, moins de 15% même des 5 millions d'habitants des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous sommes également à peu près à moins de 0,010% en termes de réfugiés. Donc, si on tient compte de la population actuelle là-bas, il n'y a pas de raison démographique qu'on repousse l'élection, démographiquement, électoralement parlant. Parce que nous sommes quand même dans des proportions, je vous donne le ratio tout à l'heure, qui montrent qu'on peut valablement tenir une élection avec la population qui existe dans ces deux régions. Donc, voilà les éléments à prendre en compte dans cette ligne d'analyse. Et moi, je dis, l'offre du SDF et du MRC qui le rejoint sur cette table montre très bien que c'est une question qui doit aussi être discutée et qui doit être portée à la délibération citoyenne et à la délibération républicaine. Voilà pourquoi je vais encore recueillir l'avis du docteur Eko. Proroger encore le mandat, ça fait pas beaucoup là. Le MRC dit clairement que il faut une réforme du système électoral avant de repartir. Maintenant, les mécanismes, les personnes ayant le mandat administratif pour le faire, le feront. Mais je suis sur des questions essentiellement politiques. On ne peut pas... On commence d'abord par le système oui, c'est le système électoral. C'est ça l'urgence. Parce que, supposons même que tout le monde revienne, les déplacés internes. Mais dans les conditions actuelles, où vous pouvez avoir un PV, vous qui êtes, du MRC, du SDF, de l'UPC, avoir un PV qui n'a aucune valeur juridique, je m'interroge. Donc, voilà l'exemple. Et tout à l'heure, M. Bengono a cru pouvoir démontrer que le code prévoyait le constat des cas de fraude. C'est pas vrai. Si l'on ne prend que la dernière présidentielle, où les militants des partis politiques d'opposition, et du MRC notamment, ont été chassés des bureaux de vote, manu militari, comment est-ce qu'un homme qui est chassé d'un bureau de vote peut réussir à y rester et à mentionner les cas de fraude? Ce n'est pas possible. Il y a donc une tierce personne, un huissier en l'occurrence, qui peut, après autorisation du président du président du tribunal du ressort, qui signe l'autorisation pour lui de pouvoir officier le dimanche, parce que les officiers, en principe, n'officient pas le dimanche. Dans les cas de fraude où les représentants du bureau de vote ne sont pas présents, parce que par exemple ils ont été chassés, ne peuvent être constatés que par voie d'huissier. Et ça encore, c'est une disposition qui ne relève pas du code électoral, mais plutôt du code de procédure pénale. Voilà pourquoi la réforme va au-delà du code électoral pour devenir une réforme systémique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est aussi simple que ça. Tout n'est pas contenu. Non, retenez que tout n'est pas contenu dans le code électoral. Ça veut dire que vous confirmez que les représentants des partis peuvent faire des consignations, sauf s'ils sont chassés. Ça, c'est un autre débat. Mais absolument. Bien sûr. Absolument. Et dans le cas d'espèce, donc, vous avez juste confirmé qu'ils peuvent faire des consignations. C'est suffisant. Ils peuvent faire des consignations. Voilà. Donc, ceux qui nous regardent retiennent donc mais sur les 25 000 bureaux de vote, comme vous n'avez pas pu démontrer qu'un seul représentant du MRC a été chassé quelque part. Ça, c'est vous qui le dites, hein. Et vous prenez beaucoup de risques, là. Allez-y. Non, vous ne l'avez pas démontré. Non, c'est vous qui le dites. Et vous sur les 25 000 bureaux de vote qu'il y avait aux dernières élections présidentielles, avez-vous fait, combien de consignations avez-vous fait dans les PV? Vos représentants qui n'ont pas été chassés ont fait combien de consignations dans des PV? Alors, je rappelle donc ce que je disais. C'est que non, lorsque... Vous êtes d'accord avec moi que ils peuvent faire des consignations. Non, alors, quelques-uns ont été chassés, admettons-le même. C'est la partie marginale. On n'admet pas. Combien? C'est un fait. Oui. Ouais, c'est un fait. Oui. Je l'admets. Combien de consignations ont été faites par ceux qui n'ont pas été chassés? Je vous annonce donc qu'à l'occasion
Écoutez-moi bien. Non, parce que le vous procès savez- là est passé. Écoutez-moi On est très en bien. train d'échanger devant les À Camerounais. l'occasion du recomptage de vote qui aura lieu dans notre pays, Il n'y aura pas de vous recomptage. verrez combien de fois nous avons fait des consignes de vote. Il y aura un comptage de voix Et il vous y aura verrez. aucun Et peut-être que finalement, pour la première fois dans l'histoire de la présidentielle 2018, nous verrons enfin les PV du RDPC. Bon, Parce ok. que je rappelle à ceux qui nous écoutent que nous n'avons jamais présenté de PV. Le RDPC n'a jamais présenté ses PV nulle part, ni devant le Conseil constitutionnel, ni ailleurs. Il n'y a que le Conseil constitutionnel qui a cru devoir présenter 4 PV qui Vous, étaient des faux. monsieur- Je l'ai vu, monsieur- vous l'avez vu, le monde entier l'a vu. Vous voyez donc que quand à vous l'occasion- ignorez quelque chose, vous Non. croyez que la chose Donc, n'existe à pas. l'occasion- Il y avait 25 000 bureaux de vote. Non, écoutez-moi. ne Vous faites pas parlez de de sélection. PV de synthèse des commissions départementales. Il y en avait 58 à l'échelle de 58 départements. Non, je dis- Combien de constatations vos représentants ont fait dans les bureaux de vote? C'est la question que je vous pose. Et Elle vous est ne claire. répondez pas. Elle est Et vous claire. dites qu'il y aura un recomptage. Absolument. Votre Attention, recomptage. Votre recomptage. Lorsqu'il aura lieu, Bon. vous verrez donc. Je ne sais même pas pourquoi je m'égosille là-dessus, parce que c'est un fait fictif qui n'existe que dans votre tête. Dans la bulle du MRC, Non. on faisait une discussion sérieuse. Je suis au regret de vous dire que moi, je ne discute plus de questions de contentieux électoral avec Pendant vous. Parce que c'est passé. Vous en parlez plus que moi. Non, non, Laissez-moi donc parler. je vous ai redressé sur Merci. 2-3 cas Pardon, merci et vous d'avoir avez avoué parlé. que Ok. ceux qui sont dans les bureaux de vote font des constatations et des constats qui ont valeur judiciaire. Vous Et avez je vous voulu ai voir dit- les constatations. Mais attendez. Et vous les verrez dans Vous le ne- cadre du comptage des votes. Oui, ok. Voilà. Donc, et Chers parmi- Camerounais, retenez que ça n'aura jamais lieu parce que c'est de la chimère. Ok, on va donc sortir de l'émission. M. Bengono, comment faire pour la question centrale pour Oui. BC? Il y a des Camerounais, des leaders politiques qui sont en prison. Il y a des Camerounais qui sont incarcérés du fait de la crise anglophone. Oui. Est-ce que ces deux aspects-là peuvent contribuer à baisser la tension sociopolitique? Je dois d'abord vous dire que les pouvoirs publics, le gouvernement, le parti que je représente ici, prennent en compte les morts. Ils prennent d'autant plus encore en compte les vivants. Justement. C'est précisément pour cela que la situation de ceux qui sont incarcérés est préoccupante. Elle est intéressante pour nous parce que elle nous permet de mettre en application des dispositions législatives, des dispositions légales qui existent au Cameroun, qui permettent la libération de quelqu'un qui a été incarcéré, notamment en ce qui concerne les militants du MRC et le président de leur parti. Est-ce que 3 mois, ce n'est pas trop, M. Bengono? 3 mois, c'est effectivement trop. Oui. C'est jamais, même si c'était un jour, ce serait trop. Oui. Ce serait trop. Nous disons que si ça peut participer de l'apaisement, Voilà. c'est une mesure à prendre. Nous disons également que si nos amis Sissoukou, Ayouk Tabé, je comprends Oui. leur détresse, Et Mancho BBC? peut-être que dans un désespoir judiciaire et dans une absence de preuves marquantes, ils ont trouvé le refuge dans la ligne de défense qui consiste à dire qu'ils ne sont pas camerounais. Nous savons qu'ils sont camerounais. Et le moment est venu, Sissoukou, Ayoub, le moment est venu d'apporter votre contribution à la construction, à la reconstruction des convergences d'intérêts nationaux et citoyennes qui permettent au Cameroun de vivre dans la sérénité et aux Camerounais de vivre chez eux en paix. Ok. Donc, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose, le moment là est venu parce que le président de la République, je vous le confirme, lui il est dans cet état d'esprit déjà. C'est-à-dire le pardon. Et le pardon va se manifester comme Avant le 20 mai. un programme qui permet de déployer un certain nombre de mesures de pardon Ok. qui montrent que nous avons pris la juste mesure de la situation. Ça n'a rien à voir avec aucune pression, c'est humain Voilà. et c'est responsable, c'est parce que lui il est garant de l'intérêt du Cameroun. Ok. Les Merci. séparatistes, eux, ils ne sont garants que de l'intérêt des séparatistes. Merci. Mon Merci, ami M. Oko, lui, n'est garant que de l'intérêt des militants du MRC. Merci. Le président de la République, lui, il est garant de l'intérêt de tous les Camerounais. Voilà, C'est pour merci, ça qu'il va prendre merci. des mesures d'apaisement convenables. Ok. Yoko, qu'est-ce qui peut faire baisser la tension rapidement? Ce qui fait peser la tension, c'est de s'intéresser. Baisser, oui. Baisser la Aujourd'hui. la tension sociale, c'est de s'intéresser aux causes. Et j'ai dit qu'il y avait 2 foyers de frustration, de colère les plus en vue parce qu'il y a des causes endémiques. Le premier, c'est la guerre au nord, au sud-ouest, qu'il faut adresser de manière responsable, de manière républicaine, sans entourloupe. Et c'est en cela que justement je m'insurge en faux contre les propos qui ont été utilisés sur cette émission aujourd'hui par M. Bongono, qui estimait que
même avant le sud-ouest, il y avait déjà eu des morts. Dieu avait déjà rasé des populations entières en assimilant maladroitement et surtout en souriant maintenant le nord-ouest au sud-ouest, à Sodome et Gomorrhe. Et donc, elles pourraient toujours mourir, ces populations-là. Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire. C'est des propos graves qui méritent des excuses publiques. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est me solidariser vis-à-vis de notre camarade décédé dans le nord, à 60 km de Garoua, le camarade Mbaye Noudi Abdoulaye, et adresser à sa famille vraiment toutes les condoléances du MRC, les sympathisants, les militants, le directeur national et le président élu Maurice Kamto. Et enfin finir en m'adressant à l'opinion publique nationale pour leur dire que le 1er juin, il y aura des marches pacifiques dans les différentes localités de notre pays. Et le 8 juin 2019, il y aura une grande marche à Yaoundé pour exprimer notre ras-le-bol et pour que notre pays se porte mieux. Je vous remercie. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, monsieur Bengodan. Voilà, merci, docteur Ko. Merci, Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, ce premier numéro Equinox Soir Yaoundé, rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Mendon.